Bonjour à tous. Écoutez, merci beaucoup de vous être connectés aujourd'hui pour ce webinaire sur l'intelligence artificielle. Donc, je suis ravi de vous accueillir. Je m'appelle Romain Lac, je suis le responsable de la filière innovation au sein du CIC Sud-Ouest. Et aujourd'hui, pour parler de ce sujet passionnant qu'est l'intelligence artificielle, je suis entouré de plusieurs intervenants de haut vol, donc notamment Enric Lopez, qui est le directeur de l'intelligence artificielle Microsoft France. C'est ça. Jean-Christophe Poisson, qui est le cofondateur et le CTO de Vertex.io, qui est une start-up spécialisée en fait dans les données d'hygrométrie. Et également avec nous, alors pas physiquement, mais avec nous quand même, et on est ravis de les avoir, Onate Mayor de Atom, donc qui est le lieu qui nous héberge ici avec Microsoft, et Laurent Prudon, qui est le patron de la Cognitive Factory, qui est en fait l'incubateur interne du CIC, enfin du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, et qu'on est ravis d'accueillir également. Donc merci beaucoup d'être là. Et on a la chance d'être au cœur de l'innovation à Toulouse, puisqu'on est hébergé, enfin on est accueilli à la Cité des startups, et plus précisément au Microsoft Experience Lab, donc qui est un lieu dédié à l'intelligence artificielle et métier de l'intelligence artificielle par Microsoft, qui eux-mêmes sont incubés, enfin comme on dit, accueillis par Atom. Et donc je vais laisser la parole à Onate Mayor qui va nous parler un peu d'Atom, chez qui on est aujourd'hui. Merci beaucoup. À toi, Onate. Merci beaucoup, Romain. Donc, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Pour expliquer un peu le contexte, chez Atom, on est une communauté d'entreprises de toute taille. Donc, aujourd'hui, on a 2 campus à Toulouse. Un qui est historiquement dédié à des entreprises de petite taille, donc des startups, et un deuxième campus à la Cité qui nous a permis aussi d'étendre notre gamme de services à des entreprises de toute taille, dont Microsoft qui est hébergé chez nous et qui a son Experience Lab, donc dédié à la transformation numérique et à l'intelligence artificielle, comme tu as très bien expliqué chez nous, mais aussi des startups comme peut être Vortex qui font partie de la communauté. Faire partie de la communauté Atom veut dire aujourd'hui être hébergé, donc chez nous, avec tous les services d'échange professionnel, des réseaux, d'intégration en écosystème qu'on propose, mais aussi des services bien-être pour que les membres de notre communauté se sentent bien, ils ont tout ce qu'il faut pour réussir et pour se sentir à l'aise. Et aussi, on propose donc des services dédiés à partenaires, comme peut être la CIC ou Microsoft, qui sont des services plus dédiés à l'acculturation des employés, à la transformation numérique, etc., et à l'innovation collaborative. Donc, notamment un programme d'innovation collaborative qu'on propose aujourd'hui à ETF et Pierre Fabre. Donc, on est vraiment ravis de vous savoir aujourd'hui. On a l'habitude de collaborer avec Microsoft. C'est une première pour la CIC, mais on espère une première de tant d'autres. Et de mon côté, je passe la parole donc, du coup, à Laurent, peut-être, qui va présenter, je pense. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci de nous accueillir. On est ravis d'être là. Donc, effectivement, du coup, on va parler de l'intelligence artificielle. On va essayer de faire quelque chose de pragmatique, de didactique et surtout vraiment axé sur des use cases pour éviter de vous perdre dans ce sujet qui est passionnant, mais qui peut être disons, assez long à développer. Donc, pour ça, on a eu 3 axes. Le premier, effectivement, avec Enric Lopez, donc, comme je vous disais, qui est le directeur de l'intelligence artificielle de Microsoft France, qui va nous parler, en fait, de l'état de l'art, un peu, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle, quelles sont les applications. Ça sera dans un premier temps. Dans un second temps, donc Jean-Christophe Poisson, je vous l'ai dit, qui est le fondateur d'une start-up qui utilise l'intelligence artificielle pour avoir des solutions pour ses clients qui sont plus performantes, ou en tout cas qui sont plus performantes parce qu'il y a l'intelligence artificielle. J'espère que je n'ai pas dit de bêtises. Et enfin, effectivement, on passera la parole à Laurent. Donc Laurent, comme je vous disais, c'est le patron de la Cognitive Factory, donc c'est l'unité, enfin c'est l'incubateur interne du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale qui a comme job d'utiliser les services d'intelligence artificielle pour nos propres collaborateurs du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, mais également pour nos clients. Et donc avec lui, on aura un retour un peu client de comment ça marche ces solutions et qu'est-ce que ça apporte au quotidien pour nos clients et pour nos collaborateurs. Donc effectivement, merci beaucoup à tous. Et je trêve de bavardage, j'arrête de parler et je passe la parole à Enric. Merci Enric. Merci. Et je suis ravi d'être avec vous. Alors je vais vous partager rapidement un certain nombre de choses sur l'IA. Je vais essayer d'être assez pragmatique et vous donner quelques clés, à la fois en termes de cas d'usage et puis en termes de comment démarrer sur les sujets d'intelligence artificielle. Tout ça, c'est issu d'une AI Business School, donc c'est du contenu qui est gratuit, en ligne et disponible pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller sur cette AI Business School si vous voulez en savoir plus. On va d'abord partager un constat ensemble. On parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui, notamment dans les entreprises. Et si vous regardez quelques
chiffres entre le déclaratif de plus de 90% des entreprises qui disent ça va être stratégique pour moi dans mon développement dans les années à venir et la réalité d'une grosse trentaine de pourcentages qui ont vraiment franchi le pas et qui ont lancé des expérimentations, on a ce décalage. Et une des raisons pour lesquelles il y a un décalage, c'est que côté management, côté dirigeant et d'une manière générale, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas forcément ce que l'on peut faire avec l'intelligence artificielle, on n'a peut-être pas assez de compétences, déjà ça commence par de l'acculturation, mais également de compétences. Donc ça, c'est un premier constat et c'est pour ça que je vais essayer de donner des clés et à la fois sur ce que l'on peut faire et à la fois sur comment démarrer. Sur ce que l'on peut faire, faut juste regarder un petit peu. Donc, pourquoi on parle autant d'intelligence artificielle maintenant, même si c'est une technologie assez ancienne, c'est qu'on a une accélération avec le cloud, avec la data et notamment avec l'algorithmie. Si vous regardez sur le slide que je partage là, c'est un certain nombre de records marchés qui ont été obtenus par des chercheurs, notamment chez Microsoft, à parité avec l'humain. C'est-à-dire, par exemple, en 2016, on a été capable de reconnaître des objets dans des images, donc des choses, avec un niveau, un taux d'erreur équivalent à celui d'un humain. Comprendre ce qu'il y a dans un texte, être capable de faire la transcription simultanée de ce que je suis en train de dire, etc. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, les services cognitifs que l'on est à même de développer avec de l'IA sont capables de faire aussi bien, voire mieux que l'humain. Mais concrètement, si on voulait se dire, ben, OK, mais j'en fais quoi? Ou est-ce qu'il y a une définition un peu simple de ce que peut faire l'intelligence artificielle? Et c'est l'objet de ce petit diagramme où, si je vous demanderais de retenir 3 choses, c'est 3 verbes. Alors, je vais prendre des verbes très humains, mais comme ça, on aura le même jargon qu'avec la machine. Si on voulait se dire, l'intelligence artificielle, ça sert à quoi? D'abord, ça peut servir à automatiser un certain nombre de choses pour comprendre ce qu'il y a dans les données, comprendre les schémas qui se reproduisent, comprendre son environnement, comprendre ce qu'il y a dans des images, comprendre ce qu'il y a des vidéos. Après, une fois qu'on a ça, on peut se dire, ben, l'intelligence artificielle va permettre de raisonner sur ces données. Raisonner, c'est à la fois arriver à une conclusion parce qu'on trouve des schémas qui se reproduisent. Donc, je comprends, je raisonne, j'obtiens des informations que je peux partager pour des décisions. Et après, je permets aussi à l'humain d'interagir plus naturellement avec cette machine. C'est ce côté interaction. Donc, si on devait résumer l'IA sur 3 verbes, vous les avez là, donc comprendre, raisonner et interagir. Maintenant, rentrons un petit peu plus dans quelques cas d'usage, mais avant ça, il faut aussi tout de suite balayer quelques poncifs. Souvent, quand on parle d'intelligence artificielle, on voit tout de suite soit on parle de recherche, et on a parlé quelques records de recherche, et on voit des palanquets de data scientists. On dit il faut que j'ai des data scientists, il faut faire de la data science pour pouvoir prendre en main de l'intelligence artificielle. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'intelligence artificielle, oui, quand on a besoin d'un haut niveau d'expertise ou de quelque chose d'extrêmement pointu, on va faire de la data science. Mais si on bat des records, si les chercheurs travaillent, c'est derrière pour en faire des produits qui vont être sur étagère, soit parce que ce sont des briques de base, donc des API, des modèles pré-entraînés qu'on va pouvoir utiliser, et je vais vous donner pas mal d'exemples, soit parce que des startups vont s'accaparer cette technologie et vont vous proposer des solutions toutes faites. Donc, accéder à l'intelligence artificielle, déjà, gardons en tête qu'on peut y accéder facilement et on va voir un petit modèle de maturité. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? On a ici quelques services, on va dire, quelques cas d'usage autour de, par exemple, ce qu'on appelle l'analyse prédictive. Être capable d'utiliser l'intelligence artificielle pour regarder les comportements de ses usagers sur une application, regarder comment évoluent ses ventes, son stock, sa logistique, pour pouvoir prédire, pour pouvoir anticiper, pour pouvoir faire de la maintenance prédictive sur un équipement qui risque de tomber en panne. Voilà quelques cas d'usage qui peuvent être intéressants. Si on rentre dans un autre domaine, le domaine de ce qu'on appelle la vision par ordinateur, le computer vision, ça peut être tout simple. Ça peut être comme par exemple, côté SNCF, de scanner rapidement les demandes de cartes étudiantes pour faire une carte de transport et détecter les petits malins qui ne mettraient pas des photos d'identité, mais qui mettraient des photos de chat ou des photos de célébrités. Gagner du temps à l'automatisation des tâches, faire de la reconnaissance de visage pour un scénario bien précis. Donc là, on a Uber pour l'authentification des chauffeurs le matin, être capable de détecter qu'un tel a un équipement ou pas. Là, vous avez un exemple de Charlotte, mais ça pourrait pu être un masque Covid. Enfin voilà, utiliser la vision par ordinateur pour un certain nombre de scénarios dans des chaînes de production, dans des scénarios qui peuvent être grand public. C'est aussi aller chercher de l'information dans la masse de documentation que nous avons.
dans nos organisations, on a énormément de documentation, qu'elle soit papier ou qu'elle soit numérisée. Être capable d'aller reconnaître un formulaire, une note de frais, l'information, où est-ce qu'elle est, au même endroit, la corréler pour après obtenir rapidement cette information ou obtenir rapidement la corrélation, donc l'information qui va permettre d'avoir de la valeur parce qu'on va la corréler avec l'ensemble de ces documents, que ce soit un plan, que ce soit des factures, que ce soit un ensemble de documentation juridique, être capable d'aller chercher cette information pour l'obtenir et la traiter, ça c'est un scénario qui est assez intéressant également. Et puis, peut-être un des éléments qui est le plus connu dans l'intelligence artificielle, parce que beaucoup d'expérimentations de chatbots ont été lancées dans le grand public, c'est effectivement utiliser le côté conversationnel. Est-ce que je peux enrichir mon service client, mon site web, ou donner un agent conversationnel à mes utilisateurs dans mon service après-vente, dans mon service client, pour les aider à améliorer la satisfaction lors du service client ou désengorger mon helpdesk pour traiter rapidement un certain nombre de cas et remplacer un peu la FAQ des sites web par quelque chose d'un peu plus dynamique, etc. Donc, tout ça, ce sont des cas d'usage qui peuvent être intéressants d'avoir en tête et de se dire, tiens, effectivement, j'aurais envie, dans mon organisation, dans mon entreprise, d'y aller. L'autre élément qu'il y a à avoir aussi, et j'ai envie de balayer tout de suite, c'est que très souvent, quand on dit intelligence artificielle, on dit tout de suite, c'est un sujet d'innovation. Déjà, moi, j'ai à peine commencé, moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai à peine commencé ma transformation digitale, ou j'ai pas fini, entre guillemets, ma transformation digitale, comme s'il y avait un début et une fin. Et donc, l'IA, c'est pour après. Et l'IA, c'est que pour l'innovation. Bah, ça, c'est faux. On peut ne pas avoir mis en place un site de e-commerce, mais se dire, moi, l'intelligence artificielle, pour optimiser ma gestion de stock, c'est crucial parce qu'en ce moment, la gestion de stock, c'est le nerf de la guerre pour moi. Et d'autre part, se dire que c'est que pour l'innovation, c'est pas vrai. L'intelligence artificielle peut intervenir sur l'ensemble des processus d'une organisation, que ce soit des processus verticaux, des processus horizontaux pour les RH, pour les sales, pour ce qui relève de ses coûts, comme également de ses processus d'innovation. Donc, cantonner l'IA uniquement à des choses qui sont à très forte valeur ajoutée pour l'innovation, mais dans 3 ans, ça aussi, c'est une erreur à pas commettre. Maintenant, on peut se dire, OK, mais où est-ce que je trouve mes cas d'usage chez moi? Par où je commence? Et là, un petit cadre. Regardez vos applications. Est-ce que vous avez des applications dans lesquelles vous pourriez infuser de l'intelligence? Vous avez un site web, est-ce qu'on pourrait y mettre un chatbot? Est-ce qu'on pourrait regarder dans vos applications métiers les endroits où rajouter de l'intelligence aurait de la valeur? Regardez également vos processus métiers. Est-ce qu'il y a des endroits côté sales, RH, marketing, logistique, j'en passe et des meilleurs, où l'IA pourrait avoir un apport? Ou regardez vos employés. Il y a peut-être dans vos services des employés, des populations où on se dit, tiens, si je leur donnais un outil avec de l'intelligence artificielle, je changerais la manière dont ils travaillent, j'améliorerais la qualité de leur travail ou la qualité du service qu'ils fournissent, je les soulagerais de certaines tâches, etc. Donc ce cadre de travail, application, processus et également employé, c'est une manière de trouver son cas d'usage ou ses premiers cas d'usage. Après, vous allez me dire, OK, j'ai mon premier cas d'usage, mais comment je démarre? Il vous faut des experts, des data scientists. En fait, c'est l'objet de ce slide-là, c'est de se dire, eh bien, ça va être un chemin. Il y a des choses qui existent sur étagère, il y a des solutions en SaaS, d'accord, Software as a Service, que certaines startups vont vous proposer. Il y a des éléments qui sont des briques de base, des API, que vous allez pouvoir prendre avec des développeurs. Il y a des très bons développeurs en IA. Regardez autour de vous, il y a des écoles IA qui naissent à droite, à gauche. Je suis sûr qu'il y a des ressources intéressantes par là pour justement nourrir vos entreprises et juste pouvoir prendre ces briques de base et créer les scénarios qui vont vous aider. Et puis après, effectivement, si ce que vous voulez faire relève du côté, entre guillemets, haute couture ou spécialisation, alors peut-être il faut se tourner vers la data science. Mais c'est un chemin que vous allez pouvoir faire. Et sur ce cas d'usage que vous avez identifié, parce que je suis sûr qu'en discutant entre vous, et puis là, dans notre échange, entre guillemets, informel, vous avez déjà une ou deux idées qui sont venues. Comment vous démarrez? Eh bien, ce premier cas d'usage, ce qui est très important, c'est de se dire, voilà, j'ai un cas d'utilisation, mais est-ce que j'ai la donnée pour ce cas d'usage? Est-ce que je peux l'obtenir facilement? Est-ce que j'ai aussi les capacités? Les capacités, c'est les capacités technologiques, les éléments qu'il va me falloir mettre en œuvre, et surtout, comment rapidement je mets en collaboration des personnes dans mon organisation qui sont éminemment importantes, c'est-à-dire les personnes qui connaissent les métiers
et là je sais que certains pensaient à la technique, et non, ça commence d'abord par les métiers, de se dire oui, ce sont eux qui connaissent la valeur métier que cette donnée et que cette intelligence artificielle va falloir faire naître. Donc j'implique rapidement mes métiers pour les faire travailler avec les personnes plutôt techniques. Je mets en œuvre le cas d'usage, je le teste et je mets en place la conduite du changement et la culture qui va avec. Parce qu'effectivement, qui parle d'intelligence artificielle parle de données et parle de partage de la donnée. On sait bien que le partage de la donnée, ce n'est pas une problématique de data lake ou de data warehouse ou de base de données, c'est une problématique parfois managériale dans les organisations que de pouvoir la mettre en commun. Et ça, c'est un autre sujet et on en parlera une autre fois. Donc, voilà comment ce qu'on peut faire. Quel cas d'usage? Comment rentrer dans un processus de mise en œuvre de ce cas d'usage? Pour pouvoir y arriver, il y a une clé qui est extrêmement importante. Il faut que l'ensemble des personnes d'une organisation soient un minima compétentes sur l'intelligence artificielle. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut tous devenir des experts dans l'IA, mais si on veut faire naître l'innovation dans nos organisations, il faut que nous soyons, passez-moi l'expression, mais acculturés. Il faut que les managers, les dirigeants puissent se dire, mais oui, il y a une opportunité à saisir avec l'IA. Ça nécessite aussi que des personnes plus techniques où les métiers se disent, tiens, j'ai des opportunités. Ça nécessite aussi que passez-moi l'expression, mais les cols bleus, ceux qui vont être utilisateurs de l'intelligence artificielle, puissent être des acteurs du changement et puissent être impliqués dans ce processus. Donc, avoir une réflexion sur l'intelligence artificielle, c'est aussi se dire comment je favorise cette transformation culturelle, mais comment je fais monter en compétence les bons acteurs dans mon organisation. Et ça, c'est un point et puis, comment aussi j'accueille des nouveaux talents et je recrute des nouveaux talents. C'est ce qu'on essaye de faire chez Microsoft, mais je pense que tout à l'heure, on y reviendra rapidement, que d'accompagner, de vous accompagner au niveau national comme au niveau local sur des sujets d'innovation, sur des sujets de confiance, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, mais il y a des sujets de confiance liés à l'intelligence artificielle, et sur des sujets de compétences. Voilà, j'ai essayé d'être un petit peu rapide, et puis je vais laisser la parole. Écoute, merci beaucoup, Henrik. Je pense que c'était très clair. En tout cas, on a plein d'idées pour qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA dans nos sociétés. Et je pense que, on avait compris, on avait le fabricant de l'IA, j'ai fait une vulgarisation. Et je pense que ce qui est important, c'est de voir qu'une start-up, donc légèrement plus petite que Microsoft, puisse nous expliquer avec l'IA ce qu'il a pu faire comme service et ce qu'il apporte comme service à valeur différenciante et à valeur ajoutée pour ses propres clients. Donc, Jean-Christophe, merci et merci d'être là et je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités sur ce plateau pour pouvoir présenter les solutions d'IA que nous mettons en œuvre dans nos services et puis par là même présenter Vortex.io. Voilà, donc nous sommes une société dédiée qui propose des services dédiés à la surveillance hydrologique. Donc globalement, on propose des solutions innovantes de télédétection de l'hydrologie. Donc voilà, je vais vous parler d'inondations ou de choses pas très drôles, mais avec ces choses pas très drôles, voilà, on peut développer des systèmes qui permettent de mieux les gérer et d'essayer d'accompagner le changement climatique, voilà, pour pouvoir mieux prévenir les gens, mieux prévenir et mieux mettre de côté et à l'abri les biens et les personnes en temps et en heure. Donc voilà. Donc, chez Vortex, voilà, nous proposons des services intelligents et innovants de télédétection pour l'hydrologie. Donc, ce sont des services qu'on a développés avec mon cofondateur. On vient du domaine du spatial et on a travaillé pendant 15 ans dans le domaine du spatial sur l'observation de la Terre par des satellites très spécifiques qui observent notamment le niveau des océans à des échelles extrêmement fines. On est capable de voir la montée des océans à quelques millimètres par an. Donc, la précision est très très bonne et on a apporté l'ensemble des technologies que nous on connaissait, qu'on avait l'habitude d'utiliser sur ces satellites-là, sur des instruments in situ où on a vu qu'il y avait vraiment un besoin d'apporter de la nouveauté ici, notamment en termes pour diminuer les coûts des systèmes de surveillance de crues, des systèmes de surveillance de cours d'eau. Et aussi, notamment, on pense que chez Vortex, la donnée sur l'eau, surveiller les cours d'eau et avoir cette donnée sur l'eau, l'eau est vraiment une ressource clé. Et avec le changement climatique, les catastrophes liées à l'eau vont se multiplier malheureusement, les catastrophes et les problématiques. Et donc, avoir cette donnée, cette connaissance sur l'eau, c'est vraiment primordial. Et en France, notamment, on est très très bien doté en système de mesure, mais en fait, même si on est bien doté, il en manque encore, il en faudra encore plus pour pouvoir surveiller, notamment des cours d'eau qui avant n'étaient pas soumis au risque inondation et qui maintenant le sont avec le changement climatique. Et donc c'est là où on apporte nos solutions qui sont plus petites, plus compactes, faciles à installer, peu chères par rapport au système classique et qui permettent d'apporter plusieurs paramètres hydrologiques. Et cette surveillance, l'IA nous aide directement. Donc on peut peut-être changer de slide.
Voilà, ça c'était pour signaler qu'on voulait construire une grosse base de données hydrologique. Et l'IA va être vraiment une brique dans cette construction de base de données hydrologique. Parce qu'avec notre système, on essaye de mesurer plusieurs paramètres de l'eau qui sont vraiment primordiaux pour la surveillance des cours d'eau, comme la hauteur d'eau, les vitesses de surface, etc. Et pour minimiser les coûts, il a fallu miniaturiser tout un tas de systèmes. Et l'IA a apporté une brique essentielle pour nous et nous a permis de réaliser quelque chose qui n'était pas réalisable avant. Notamment dans l'ensemble des paramètres que l'on suit, il y a la vitesse de surface de l'eau, que nous on réalise à partir de traitements d'images et aussi de mesures LIDAR qu'on a à bord. Ce traitement d'image, c'est des algorithmes qui existent depuis quelques temps déjà dans la littérature hydrologique, qui sont classiquement utilisés, mais qui sont très très lourds à mettre en œuvre, extrêmement lourds. On voulait apporter cette technologie et ces algorithmes à bord de notre station, notre microstation, comme on l'appelle, donc une station extrêmement compacte qu'on peut installer sur tous les cours d'eau très très facilement. Seulement, on a peu de puissance à bord. Et ces gros algorithmes-là, ils prennent beaucoup de ressources de calcul. Et donc, pour traiter ces images, on avait plusieurs solutions. La slide suivante. La première solution, évidemment, c'est de prendre des vidéos de cet écoulement, de prendre les vidéos de la rivière et de les envoyer directement sur nos serveurs et faire tourner ces algorithmes consommateurs en énergie, consommateurs en puissance de calcul directement sur nos serveurs. Ça pourrait être une solution qui est envisagée, seulement on a voulu notre solution facile à installer, on n'a pas besoin de la relier à du réseau Ethernet par un câble, on a préféré travailler avec de la 3G 4G. Donc tout de suite, il y a un problème de bande passante et envoyer des vidéos via la 3G 4G, ça peut devenir vite coûteux, surtout si on veut multiplier les systèmes de mesure partout en France et peut-être ailleurs, on espère. Donc cette solution, elle n'est pas très viable. Du coup, on a choisi une deuxième solution, c'est d'implémenter des algorithmes directement sur notre microstation. Seulement, on a une puissance de calcul extrêmement faible. Donc, les faire tourner, on peut y arriver à les faire tourner sur notre puissance de calcul actuelle en utilisant des algorithmes classiques. Seulement, ça va prendre beaucoup de temps de calcul, ça va consommer beaucoup d'énergie. Et notre système fonctionnant sur panneaux solaires batterie, c'est pas optimum. Et on serait toujours un peu à la limite du système et c'est pas efficace. Et c'est là que l'IA est venue nous apporter la solution, entre guillemets, sur un plateau, même s'il a fallu quand même un petit peu de travail pour la mener à bien. On a utilisé l'IA pour créer un modèle qui va reproduire l'algorithme et qui va vraiment mimer et se calquer sur ce que pourrait produire cet algorithme de traitement d'image pour extraire les vitesses de surface. Et on a créé un modèle d'intelligence artificielle qui, une fois qu'il est créé, donc c'est un peu coûteux de le créer, et il faut beaucoup de données, il faut faire tout un tas d'apprentissage, etc. Donc ça se fait sur des gros serveurs. Mais une fois que cela est fait, on a un code qui permet d'estimer ces vitesses de surface et donc de faire tourner cet algorithme complexe sur des toutes petites puissances de calcul, car il suffit juste de faire tourner le modèle pour avoir le résultat. Et dans ce cas-là, on envoie uniquement le résultat via la 3G 4G et on a économisé de la bande passante et notre système est totalement viable en termes de consommation d'énergie et de consommation de data. Donc c'est en ce sens-là que l'IA nous sert au quotidien pour pouvoir fournir de nouveaux paramètres hydrologiques qui sont vraiment très importants pour le suivi des cours d'eau aux différents utilisateurs et grâce à notre microstation. Donc voilà un peu un cas d'usage de l'intelligence artificielle chez Vortexio. D'accord, ben, merci Jean-Christophe. Donc je crois que c'est assez clair et merci du coup de ce témoignage sur vraiment ce qu'une startup peut faire avec de l'intelligence artificielle. Et donc du coup, je vais passer la parole à Laurent Prudon. Donc après avoir vu, encore une fois, je schématise le fabricant, celui qui propose le service. Laurent, donc je vous l'ai dit, hein, c'est un des patrons on va dire, la startup du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Hein, c'est comme ça que notre président a l'habitude de l'appeler. Et donc il va nous expliquer ces usages-là, nous on les utilise au quotidien pour nos collaborateurs, pour nos clients. Et Laurent va nous expliquer qu'est-ce que ça apporte et quel est le retour d'expérience chez nous au sein de Crédit Mutuel Alliance Fédérale et en particulier de la Connective Factory. Laurent, à toi et merci beaucoup. Oui, bonjour bonjour à tous. Je vais essayer de partager mon écran. J'espère que vous voyez mon écran. Oui, non? Non? Alors, on me dit que non pour l'instant. Ah, pardon. On te voit. Voilà, excusez-moi. Je pense que ça va être bon. C'est un petit peu long à réagir. Parfait, je crois que c'est en train de tourner.
Donc, comme je vous le disais, hein, Laurent, c'est patron de la Cognitive Factory. Voilà, c'est l'incubateur interne du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Donc, ils utilisent ces services-là hein, pour nos clients, pour nos collaborateurs. On a des use cases aussi, nous aussi, en tant que collaborateurs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, qu'on utilise au quotidien pour nous faciliter la vie, faciliter nos relations avec les clients. Et voilà, c'est Laurent qui met tout ça en musique. Enfin, Laurent et ses équipes, hein, bien sûr, et pas tout seul. Parce que je crois que, on va dire, ce qu'on appelle la start-up du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, c'est plus de 3000 personnes. Hein. Donc, ça commence à faire une grosse start-up au sein de la banque. Et on en est ravis. Donc, je ne sais pas du coup si on voit ton écran, Laurent. On voit l'écran de Laurent? Non, toujours pas. Ben, donc peut-être, Laurent, juste nous dire pas quelques mon mots. Écran. Ouais, excusez-moi, attendez, j'essaye de... Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors. Ah, là, je pense que vous voyez mon écran. Ouais, c'est en train, là, ouais. Vous voyez pas la bonne chose. Je vous affiche ça tout de suite. Voilà. Ça doit être bon, j'espère, pour vous. Oui. Donc, alors, j'espère que vous voyez mon écran, sinon je vais continuer oralement. Donc, je vais vous présenter une vision un petit peu différente de l'intelligence artificielle, cette fois-ci centrée sur la gestion de la relation client. Donc, le CIC, le Crédit Mutuel Alliance Fédérale ont été souhaités être parmi les pionniers de l'utilisation de l'intelligence artificielle avec des solutions d'IA déployées à grande échelle dans nos réseaux et pour nos clients depuis presque 5 ans. Et pour illustrer cette utilisation de l'intelligence artificielle au service de la relation client, je vais prendre l'exemple, suivre le parcours d'un client, d'une famille, de bout en bout, pour vous montrer quel est l'apport des solutions d'IA qui ont été créées. Donc, ce scénario commence avec une cliente du CIC qui est une étudiante. C'est la rentrée. Elle s'apprête à aller en cours et puis au dernier moment, elle se souvient qu'elle a besoin d'un justificatif d'assurance pour sa rentrée. Donc, elle ne perd pas de temps, elle se connecte directement sur son site web et puis elle ouvre son assistant conversationnel qui est toujours disponible sur le côté de son écran. Elle lui parle simplement dans son langage de tous les jours en lui disant « Voilà, c'est la rentrée, j'aurais besoin d'une attestation d'assurance pour l'école ». Donc, notre assistant client est entraîné sur des centaines de milliers de conversations. Il a appris à comprendre le langage particulier des clients qui n'utilisent pas le langage précis et technique de la banque et qui comprend sa question et peut tout de suite lui donner une réponse. Donc là, on voit en tant que bénéficiaire d'un contrat d'assurance, vous pouvez télécharger une attestation, elle a un lien, elle clique dessus, son attestation apparaît et puis elle peut l'imprimer et partir sans perdre de temps. Donc là, pour le client, eh ben, une assistance toujours disponible, un gain de temps. Et puis, pour la banque, ben, on a évité d'avoir à joindre un conseiller pour avoir une réponse à cette question simple et sans grande valeur ajoutée. Donc, notre cliente prend les transports en commun pour se rendre à l'école. Bonne résolution de la rentrée, elle se dit « mince, j'ai accumulé quelques remboursements de santé que je n'ai pas traités. Je vais profiter de mon trajet, du montant de trajet pour m'occuper de cette activité. » Donc, même réflexe, elle prend son téléphone, elle se connecte à son application mobile. Donc, aujourd'hui, au CIC Crédit Mutuel, entre l'application mobile et le site web, on a presque 2 milliards de connexions par an. Donc, elle se connecte à son application mobile, pareil, elle lance son assistant conversationnel, elle va pouvoir simplement lui parler, donc cette fois-ci vocalement, lui disant « Voilà, j'ai vu mon dentiste hier pour mon opération, comment vous envoyez ma feuille de soins ?»
l'appli est très riche, elle ne perd pas de temps à chercher sa fonctionnalité. Donc là encore, l'assistant est entraîné, il reconnaît très bien cette demande. Et donc, il explique simplement, voilà, vous pouvez nous transmettre vos justificatifs de soins en sélectionnant le lien ci-dessous. Elle est dirigée vers son contrat santé et peut prendre avec son téléphone une photo de son justificatif. Là, il y a une partie vision par ordinateur, reconnaissance d'image qu'on a vu tout à l'heure, qui permet d'extraire les informations du document envoyé. Elle n'a plus qu'à soumettre ces informations et sous quelques heures, elle va obtenir son remboursement de santé. L'assistant va plus loin puisque à chaque fois, il essaye de prévoir l'action suivante. Et donc là, on voit qu'il va lui dire pour aller plus loin, comment suivre mes demandes de remboursement santé. Il va lui donner un lien qui lui permet dans son appli de suivre l'obtention du remboursement. Donc là, on est vraiment dans des applications qui se basent sur la compréhension du langage et l'analyse des images. Bon, cette expérience pour la cliente est vraiment très fluide, très simple, très satisfaisante. Et donc, on parle à son père à son retour à la maison. Son père se dit tiens, c'est vrai que j'ai souvent des besoins d'ostéopathie. Je vais voir si je peux pas bénéficier des mêmes services. Donc il suit l'exemple de sa fille. Donc là, on est le soir, hein, les caisses et agences sont fermées. Donc pareil, il va dans son application, il parle simplement à son téléphone en disant je souhaiterais souscrire une assurance santé car je me rends souvent chez l'ostéopathe et je veux être mieux remboursé. Et là, on voit que l'intelligence artificielle ne se substitue jamais à l'humain, à nos collaborateurs, à nos conseillers. Elle complémente, elle fluidifie la relation entre le client et le conseiller, mais elle ne les remplace pas du tout. Donc là, l'assistant montre qu'il a bien compris la demande. Hein. Il dit, voilà, vous voulez souscrire une assurance complémentaire santé, mais on a estimé que pour donner le bon niveau de conseil, il faut comprendre vraiment les besoins du client de manière un peu globale. Donc là, on lui dit non, pour cette opération-là, on vous propose de prendre contact avec un conseiller, votre conseiller attitré, qui va déterminer la formule la mieux adaptée à vos besoins. Et il y a une intégration, c'est-à-dire qu'on peut poursuivre la conversation, soit directement appeler le conseiller, soit lui envoyer un message, soit prendre un rendez-vous, soit le faire en mode chat. Donc on peut continuer la conversation par tous les canaux possibles. Bon, là, c'est le soir. Donc le client va choisir d'envoyer un email, mais on s'assure grâce à ces systèmes de ne jamais laisser le client sans réponse, puisque si le client ne donne pas suite et n'envoie pas d'email, de toute façon, dans l'application de suivi de la relation client du conseiller CIC, à ce moment-là, une info apparaît et quand le conseiller arrive le lendemain matin dans son agence, il voit que le client a posé une question, il peut voir l'historique de la conversation et il peut rappeler son client pour poursuivre, pour aller au bout de sa demande. Là, le client était vraiment intéressé, donc il a cliqué sur le lien, il a envoyé un mail à son conseiller. Le Crédit Mutuel et le CIC reçoivent à peu près 7 millions d'emails clients par mois. Donc le traitement efficace de ces emails est un vrai enjeu pour la qualité de la relation client puis pour l'efficacité globale de l'entreprise. Donc il y a un analyseur d'emails qui a été mis à disposition des collaborateurs. Tous les mails qui rentrent, donc on détecte. Alors là, il n'y a qu'une demande dans l'email. Hein, le client souhaite qu'on lui fasse une offre commerciale, mais on pourrait avoir plusieurs demandes, détecte l'urgence de ces demandes et fournit des aides, des raccourcis, des assistances pour traiter le mail de manière plus efficace. Donc, par exemple, ici, on va proposer directement des liens riches pour aller directement lancer l'application de simulation qui permet de faire une proposition au client. Et puis, on va proposer des modèles de réponse. Alors, on ne répond jamais automatiquement, on ne substitue pas au conseiller, mais on
peut proposer voilà, la partie commune des réponses, éviter de les retaper 7 millions de fois par mois, et le conseiller rajoute autour de cette partie commune la partie personnalisée pour demander des nouvelles de clients et gérer sa relation de manière plus personnalisée. Cet outil d'analyseur d'email permet également, puisqu'on détecte ce que demande le client, à chaque directeur d'agence de paramétrer une répartition des travaux optimale dans son point de vente. Pour faire la réponse aux clients, voilà, nos conseillers, donc chaque client dispose d'un conseiller personnalisé qui est capable de l'accompagner sur toute la gamme des clients, toute la gamme des produits de banque et d'assurance. Il doit vendre des centaines de familles de produits. Donc, pour être sûr de faire des réponses précises et toujours bien adaptées, nos conseillers également sont dotés d'un assistant personnel auquel ils peuvent également poser des questions en langage naturel. Donc là, simplement, le conseiller va dire « Rappelle-moi quel contrat couvre les actes d'ostéopathie ?» Et cet assistant va directement fournir une réponse ciblée dans laquelle il rappelle quel est le meilleur contrat, ainsi que tous les points à signaler au client sur les couvertures et les caractéristiques de ce contrat. Donc là encore, comme c'était signalé tout à l'heure en introduction, voilà, de nombreuses entreprises, de nombreuses expériences de chatbot, entre guillemets, sont réalisées. Quand on passe à l'échelle de la grande entreprise, le chatbot se transforme en assistant et c'est un niveau de complexité tout autre, puisque pour vous donner quelques chiffres, cet assistant conseiller est sollicité environ 1 million de fois par mois par nos conseillers. Aujourd'hui, il sait fournir près de 180 000 réponses dans 23 000 scénarios de questions métiers différentes. Donc voilà, on est à une échelle importante et avec un gain de temps et une aide apportée importante à la clé pour partager la connaissance dans l'entreprise. Donc on a été sur le traitement, la compréhension du langage, du texte, l'analyse des images avec l'extraction d'informations de documents. Donc là, dernier exemple, je finis mon scénario. Donc le conseiller a pu répondre à son client avec toutes les infos nécessaires. Le client est très satisfait, donc il souhaite souscrire son assurance. Donc pour ça, il veut un échange plus synchrone, donc il va prendre son téléphone. Le canal téléphonique est encore très utilisé, malgré les messages, les mails, etc. Donc on a à peu près 4 millions d'appels téléphoniques qui arrivent de nos clients dans nos caisses et agences tous les mois. Donc là, aujourd'hui, dans un grand nombre de banques du groupe, c'est en cours de déploiement. Les clients sont accueillis par une nouvelle génération de serveurs vocaux interactifs, là où précédemment, on accueillait les clients parfois en leur disant tapez 1, tapez 2, tapez 3, tapez 10 avec des menus à rallonge. Aujourd'hui, on a des serveurs vocaux interactifs capables de comprendre le langage naturel des clients qui parlent comme ils le souhaitent. Et donc, le client simplement peut dire « je souhaite souscrire à une assurance ». L'accueil téléphonique va faire un très court dialogue pour collecter les informations nécessaires pour pouvoir orienter le client au mieux. Donc là, on lui dit une assurance, très bien, mais quelle assurance souhaitez-vous souscrire? C'était une assurance santé. Et donc, en fonction de ça, chaque entité, organisation dans l'entreprise a paramétré selon plusieurs centaines de critères et selon la disponibilité des agents, une mise en relation avec la personne la plus compétente pour traiter rapidement le besoin. Ça, c'est vu du côté du client, donc je passe pas du temps pour rien dans des files d'attente, j'ai toujours tout de suite le bon interlocuteur. Et puis, du côté des conseillers, des collaborateurs, au moment où leur téléphone sonne,
ils ont directement une fiche qui va pouvoir s'afficher dans lesquelles ils savent quel client appelle et quelle est son intention, donc dans quel but il appelle. Et ils peuvent donc décrocher d'abord plus souvent à meilleur escient, parce qu'ils voient l'urgence ou l'importance du problème. Et ils peuvent tout de suite accueillir le client en lui disant « Ah, vous voulez donc souscrire un contrat santé, etc. » et on gagne du temps dans la conversation. Donc voilà un peu par ce scénario client, une mise en évidence des apports de l'intelligence artificielle dans toutes ces étapes de la relation client. Vous voyez, l'aspect important, c'est je ne fais jamais rien de manière complètement automatique, je ne remplace jamais l'humain à aucun des deux bouts de la relation, mais j'apporte plein d'opportunités dans le processus pour fluidifier et optimiser les opérations. Merci beaucoup pour cette explication. Je ne sais pas si tu m'entends. Oui. Oui, merci beaucoup. Donc, merci d'avoir expliqué pourquoi tous les clients du Crédit Mutuel et du CIC ont, en plus d'un conseiller dédié, un assistant personnel et qui permet ensuite d'avoir un conseiller dédié détendu, puisque lui-même a un assistant personnel. Donc, merci Lia et merci Laurent d'avoir développé mis en place ces solutions chez nous. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Je pense que il y a Benoît Mousson-Navarre qui m'a rejoint, donc qui est le directeur régional, hein, c'est ça, de Microsoft, et qui va participer avec nous. Il y a une petite session de questions-réponses. Oui, bien sûr. Donc, je ne sais pas donc, si la première question est arrivée. Alors voilà, c'est la technique. Donc, bon, j'en ai peut-être une, moi, pour commencer, une première que je pourrais adresser à... Alors, je m'approche, hein, parce que du coup, voilà, quelle est la différence entre une solution cognitive et l'intelligence artificielle? Alors, je ne sais pas vers qui je me tourne, peut-être vers toi, Émeric. La différence entre solution cognitive et intelligence artificielle, c'est la même chose, c'est deux choses différentes? Je dirais qu'en fait, dans l'intelligence artificielle, on est capable d'avoir des algorithmes que l'on entraîne pour effectuer des tâches cognitives. Par exemple, comprendre la compréhension de texte, comprendre ce qu'il y a dans des images. Voilà, ça, c'est proche de services cognitifs. Donc, on va effectivement dire qu'on a de l'intelligence artificielle qui va simuler ou remplir des tâches cognitives. Après, il y a de l'intelligence artificielle qui ne relève pas, par exemple, de services cognitifs. Quand on fait de la prédiction, par exemple, on n'est pas dans du cognitif, entre guillemets. Enfin, on ne simule pas quelque chose qui est cognitif. D'accord, c'est très clair. Merci. Alors, une autre question peut-être. Je m'approche. Bon, j'en ai une, moi. Alors, j'en ai peut-être une juste, peut-être, et encore une fois à Microsoft, merci de nous accueillir là-dessus. Si je veux faire de l'intelligence artificielle dans ma société, je suis patron de PME de TI, qu'est-ce que je fais? Et à qui? J'appelle Benoît. D'accord. Alors, du coup, c'était pas travaillé, donc la transition. Je vous laisse la parole, du coup. C'est très bien, merci. Déjà, juste pour me présenter auprès des auditeurs qui sont connectés, je m'appelle Benoît Mousson-Navarre. Je suis un rôle de directeur de région, j'ai un fort accent, je suis un homme du Sud-Ouest, je m'occupe effectivement du Sud-Ouest pour le compte de Microsoft, que ce soit la Nouvelle-Aquitaine ou l'Occitanie. Et je suis très heureux de voir qu'avec le CIC, tous les clients du CIC, comme M. Jourdain, font de l'IA sans le savoir. Exactement. Et voilà. Et je tenais à remercier Émeric pour la vision extrêmement inspirante de ce que l'on peut faire avec l'intelligence numérique. L'intelligence artificielle peut souvent faire peur, mais l'intelligence numérique, on la trouve partout aujourd'hui. Et pour ce faire, une de mes responsabilités, un de mes rôles, est de décliner le plan stratégique de Microsoft de l'IA sur ce grand territoire. Plan stratégique qui est monté et qui est maintenu et propulsé par Émeric Lopez au niveau national sur différents points. Et un de mes rôles essentiellement sur la partie formation, éducation et skilling là-dessus. D'accord. Comme on dit aux États-Unis. Voilà. Bon, et en Sud-Ouest, ça dit quoi alors, dans le Sud-Ouest, c'est quelque chose d'assez incroyable, en fin de compte. Dans l'espace de 18 mois, on a eu la chance de monter une toute première école. Alors, tout d'abord, plusieurs points. On a déjà un écosystème de partenaires qui est très acculturé à l'intelligence artificielle et par rapport aux services cognitifs que l'on évoquait, ils sont à même de travailler avec des entreprises, des PME, des ETI ou des grands comptes qui ont déjà la maturité de se dire mais
nom d'un chien, pour une gestion de rebut, ça m'intéresserait d'avoir des caméras qui analysent automatiquement qu'est-ce qui se passe sur une chaîne. Vortex a été extrêmement démonstratif avec les éléments qu'ils mettent en place sous les pompes pour mesurer l'hydrographie, la température de l'eau, la vitesse, etc. Voilà. Aujourd'hui, on a des écosystèmes qui peuvent vous accompagner là-dessus. Maintenant, faire naître les principes d'idéation, comprendre les bénéfices de la technologie d'intelligence artificielle dans les phases de transformation. On a monté sur ce territoire des conventions avec la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, à travers leur outil du campus du Lac en matière de formation, à travers Simplon sur l'Occitanie et sur la Nouvelle-Aquitaine, qui sont à même de vous monter des workshops sur lesquels vous allez pouvoir travailler, à faire de l'idéation, à mieux comprendre jusqu'où vous pouvez aller. Et ceci avec différentes dimensions. Il ne faut pas non plus utiliser la technologie pour le plaisir de la technologie. Il peut y avoir des biais très importants, des notions d'éthique, des enjeux sociétaux. Donc là-dessus, il y a tout cet ensemble d'outils, de workshops, adossés à toute la partie outillage de learning que l'on peut avoir. Mais ce qui est incroyable sur cette région, c'est qu'on a monté des écoles pour créer des notions de développeurs de l'IA qui sont mises à disposition de nos écosystèmes partenaires, mais aussi de nos écosystèmes d'entreprises, de PME, qui utilisent et qui parrainent des apprenants là-dessus. On a monté une première école à Bordeaux qui s'est terminée, on a 24 apprenants qui sont sortis, qui ont retrouvé un emploi sur ces démarches-là. On vient de monter une deuxième promotion parce qu'on a eu une pression énorme des écosystèmes d'entreprises. On a monté une école à Toulouse où on a encore quelques apprenants à parrainer. On en a une à Biarritz, on va monter une deuxième édition à Biarritz, on va monter une sur Niort, et voilà. Et on voit qu'il y a un engouement aujourd'hui, de manière massive, sur la captation de compétences qui vont venir développer, maîtriser, venir intégrer les solutions que l'on a aujourd'hui en étagère autour de l'intelligence artificielle pour apporter plus de valeur sur l'ensemble des process. Que ce soit pour développer de nouveaux services à monétiser ou que ce soit pour optimiser votre back-office. Donc aujourd'hui, moi je vous passerai un énorme message. N'ayez pas peur de l'intelligence artificielle, venez découvrir ce que l'on peut faire. Nous, on sera ravis de vous ouvrir les contacts avec les formateurs et les apprenants de ces écoles-là pour voir jusqu'où on peut aller très vite, en fin de compte, dans la mise en place de solutions qui sont peu onéreuses et qui rapportent beaucoup en impact. Donc aujourd'hui, moi, si je devais utiliser des mots simples, c'est faible coût, très gros impact, mise à l'échelle extrêmement rapide, et ça, c'est un des points clés, c'est qu'il ne faut pas rester uniquement sur des proof of concept, sur le fait que, tiens, ça peut marcher. Il faut regarder vraiment, quand vous avez ces projets-là, comment, comme l'a très bien expliqué le CIC, comment on peut passer à l'échelle pour que cette technologie traite des millions de mails, traite des millions d'occurrences, des millions d'événements, parce que l'ambition, elle est là. Donc voilà en quelques mots ce que l'on fait sur ce territoire pour mettre à disposition des moyens pour que n'importe quelle structure puisse s'acculturer et mettre en place ces process autour de l'intelligence artificielle. Parfait, mais merci Benoît. Donc je reviens, n'ayons pas peur de l'intelligence artificielle. Tout à fait, et puis revenez vers le CIC qui saura revenir vers nous pour vous accompagner aussi, et nous on vous aidera à trouver les bons partenaires et avoir les bons points d'entrée. Parfait, écoutez, merci beaucoup Benoît, je profite pour remercier tous les participants. Donc merci Henrik, merci Olivier, merci Laurent, merci Jean-Christophe qui est en face de moi, qui a quitté la scène mais qui est toujours là. Donc merci beaucoup à tous. Merci à vous d'avoir suivi ce webinaire. Donc je vous le rappelle, c'est une série de webinaires, c'est le deuxième, c'est celui du milieu qui nous permet de traiter de sujets un peu inspirants. C'était la 5G à Bordeaux, c'est aujourd'hui l'intelligence artificielle à Toulouse, parce que forcément on est quand même au cœur du réacteur, donc ça nous paraissait important. Et le prochain sujet, on reste dans notre territoire et on ira à Montpellier et on parlera de l'ordinateur quantique, pardon. Donc n'ayez pas peur non plus de ça, il y aura plein de sujets à voir. Merci beaucoup et à bientôt.